vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Merci encore une fois d'être présents en ce 1er novembre 2024 sur votre plateforme préférée, le lieu par excellence où nous faisons le culte du festin intellectuel que nous appelons le voyage de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets qui sont très simples et très rapides. Le premier sujet, c'est la lutte contre le terrorisme. L'école internationale de la lutte contre le terrorisme qui attire des pays, et à cause de cela, des généraux libériens étaient en Côte d'Ivoire pour faire de la coopération et du partage d'expertise avec les Ivoiriens. Et c'est une très bonne chose pour notre sous-région. On va parler de cela. Ça sera le 3e sujet. Le 2e sujet, on va parler de l'école ivoirienne qui ne fait qu'aller de mal en pire. Et donc, tout ce qui est mauvais, on va donner des exemples concrets pour que nous puissions nous réveiller. Et le premier sujet, c'est l'une des conséquences du Conseil des ministres du mercredi passé, où la FECI a été totalement et officiellement dissoute. Mais ce n'est pas la FECI seule. Il y a 14 autres organisations en plus de la FECI. Et donc, on va vous donner les noms de ces organisations-là pour que les uns et les autres sachent que pour de bon, c'en est fini. Avant de véritablement débuter les sujets, il est bon de rappeler que les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, qui avaient bombé le torse le 28 janvier 2024 pour déposer une note disant qu'eux sortaient de la CEDEAO, plus nous approchons de l'échéance, il est important de rappeler à tout le monde que lorsque tu sèmes quelque chose, quand arrive l'heure de la moisson, quand tu veux faire semblant d'avoir oublié, on doit te rappeler pour te dire ce que tu avais sémé là. Ça a poussé, ça a donné, il faut venir, tu vas enlever. Donc, le 28 janvier 2025 sera la date qui va voir ces 3 pays-là quitter officiellement la CEDEAO. Et nous nous sommes posé la question de savoir, et si on inversait les rôles, est-ce qu'après le 28 janvier 2025, est-ce que la CEDEAO pourra survivre au départ du Mali, du Burkina et du Niger?
qu'est-ce que la CEDEAO sera après le départ de ces 3 pays. Et là, déjà, bien évidemment, il faut dire que ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que la réalité est celle-ci. C'est que ces 3 pays qui se disent aujourd'hui AES, en réalité, en termes de population, ils ne représentent que 17% de la population de la CEDEAO. Et en plus de cela, quand tu prends les 3 pays mis ensemble, leur PIB, le PIB, c'est l'ensemble des richesses que tous les citoyens de ces pays ont pu produire sur un an. Quand tu mets tous ensemble, la richesse totale créée par ces 3 pays de l'AES, ça ne représente que 10% du PIB de la CEDEAO. Donc vous voyez que ce soit en termes de population, que ce soit en termes même de création des richesses, ces pays ne représentent rien. Ces pays-là même étaient même un poids pour la CEDEAO. Parce que c'est à cause de ces pays, même étant dans la CEDEAO, leur pauvreté légendaire et leur misérabilisme faisaient que la CEDEAO était obligée, ces pays qui n'arrivaient même pas à payer leurs cotisations, c'est à cause de ces pays misérables que la CEDEAO était obligée d'aller chercher des financements et des partenariats. Parce que ces pays-là n'ont jamais été capables de payer leurs financements comme ils se devaient. Et donc, quelque part, c'est une situation qui va beaucoup arranger la CEDEAO, en ce sens qu'on se sera débarrassé de la gangrène, de la pauvreté, et ça va nous permettre d'être encore plus lucides en tant qu'organisation. Deuxième chose, ça va aussi faciliter et clarifier les rapports des mouvements des populations. Parce que voilà des gens, quand ça les arrange, les coups d'État et le désordre dans le désert, quand ça les arrange d'être des djihadistes pour essayer de s'enrichir à travers le banditisme et le désordre, là, ils ont besoin d'être AES. Mais quand il s'agit de venir profiter des autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, là, c'est plus facile de se déplacer. Ils se souviennent que donc, eux, c'est une nécessité pour eux de quitter leur état misérable pour se déplacer, pour venir dans ces pays-là. Et ils trouvent que c'est un droit de se déplacer. Et donc, ça sera encore une très bonne chose à partir du 28 janvier 2025. Quand ces misérables vont quitter la CEDEAO, ça va nous permettre de dire, bon, il n'y a plus de mouvement entre nous. Oui, il y a des Ivoiriens au Mali, il y a des Ivoiriens au Burkina. Mais si on doit faire la balance là, celui qui va gagner et perdre là, on le connaît déjà. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les gens disent qu'il y a 2 millions, 3 millions de Burkinabés. C'est faux. Il faut compter au minimum 8 à 10 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Je dis bien, je n'ai pas dit Maliens, je dis Burkinabés seulement. Il faut compter au minimum 10 millions. Et donc là, la CEDEAO qui favorisait les mouvements entre les populations, ça va beaucoup nous arranger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, imaginez-vous qu'on fasse payer à ces individus la carte de séjour, et ce, à des prix que nous avons déjà étudiés, des prix très abordables de 300 000 francs par an. Ça va beaucoup enrichir la Côte d'Ivoire. Nous demandons aussi la réciprocité. Que ces pays-là aussi taxent les Ivoiriens qui vivent dans leur pays. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose et ne pas accepter qu'on te fasse la même chose. Et c'est là on va voir qui est vraiment le plus fort et qui ça va arranger. Et donc, il faudrait que nos États de la CEDEAO profitent de cette occasion. Et c'est là que je salue le Ghana. Les étrangers qui voulaient ruser avec le Ghana, avant-hier, le Ghana ne s'est pas fatigué. Puisque tout le monde a besoin d'un téléphone aujourd'hui, le Ghana a désactivé tous les téléphones des étrangers qui n'ont pas de carte de séjour. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, on peut te traquer de n'importe quelle manière. Et donc, la Côte d'Ivoire devra adopter les mêmes mesures pour se protéger à l'avenir, mais surtout pour faire comprendre à ces gens-là que le bon choix qu'ils ont fait de se replier sur eux-mêmes et de vivre une nouvelle expérience, on va leur permettre de vivre cela, mais il ne faudrait pas qu'ils nous amènent leur négativité et les conséquences de leurs actions. C'est très important. À travers aussi cette séparation, la CEDEAO devra profiter pour créer une organisation militaire pour se protéger du djihadisme. C'est vraiment très important. Il y a une force en attente, mais la CEDEAO devra aussi réfléchir et redéfinir même les fonctions de cette force-là pour essayer aujourd'hui, parce qu'on a vu le Bénin qui a été attaqué, la Côte d'Ivoire qui a été attaquée déjà, le Ghana, pas encore, ou bien je ne sais pas. Voyez-vous, il est donc important qu'on puisse créer une force de réaction rapide
contre le terrorisme en tant que CEDEAO pour leur dire voilà la barrière que vous ne pouvez pas franchir. Seuls les pays ne peuvent pas. Il faut une coordination, une synergie des actions. Et donc, en ce qui concerne le processus d'intégration, les conséquences aussi, si ces personnes-là quittaient, c'est que ça va tuer le programme global qui voulait que notre sous-région puisse atteindre un point de convergence. Il y avait un niveau de développement que chaque pays devrait atteindre pour pouvoir évoluer. Ça sera déjà un échec pour l'Afrique. Et ça, tous les Africains doivent retenir une chose. Ce sont des pays défaillants qui nous ont conduits à cela. Incapables de développer leur pays. Ils se sont mis en retard pour que cela puisse avoir des conséquences sur l'évolution globale de notre Afrique de l'Ouest. Ça aussi, il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et donc, au-delà des mouvements d'humeur de ces dirigeants de l'AES, il leur aurait certainement fallu prendre le temps nécessaire d'évaluer les conséquences immédiates de leur retraite de l'organisation qu'est la CEDEAO. Personne ne vous a dit que la CEDEAO était imparfaite, mais nous ne blâmons pas votre choix. Mais nous disons que nous autres qui voulons encore croire à la CEDEAO, nous vous disons que vous devrez être capable d'accepter aussi les conséquences de vos choix, que ce soit au plan politique et plan économique. On a vu tout dernièrement le Burkina qui veut faire des levées de fonds à partir de l'UEMOA. Mais l'UEMOA est un fruit de la CEDEAO. Et donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une organisation, mais en même temps vouloir bénéficier des avantages de cette organisation. Ça, ce sont des choses qu'il faut arrêter et il faut être très clair avec eux. De la même manière que eux, ils ont eu la possibilité de se dire qu'ils vont quitter la CEDEAO, il faudrait que la CEDEAO elle-même ait aussi le courage de leur dire voilà aussi la liste des conséquences qui vont avec. Et donc, allez plutôt faire des levées de fonds en roubles en Russie, ou bien en Corée du Nord, ou bien en Iran, puisque ce sont les pays qui vous font rêver aujourd'hui. Donc, en se retirant de la CEDEAO, surtout comme il l'avait dit, mais sans avoir le courage de le faire avec soi-disant effet immédiat, leur objectif, tout le monde connaît. Tout le monde connaît leur objectif. C'était au-delà de se replier sur eux-mêmes pour pouvoir gérer leur pouvoir dans l'illégalité. C'était aussi pour essayer de désorganiser la sous-région, pour désorganiser une organisation qui était déjà là et nous offrir une certaine organisation soi-disant AES qui n'a ni tête, ni pied, ni siège, ni modèle de fonctionnement, ni expérience. Mais aujourd'hui, quand on se ramène même à l'esprit critique, c'est un nouveau pôle géostratégique qu'ils avaient voulu créer. Mais comment des gens qui ne représentent que 10% du PIB de l'économie de la sous-région, comment des gens, une population faible et caractérisée par la pauvreté, depuis quand on a vu des misérables et des pauvres diriger ceux qui les nourrissent. Et ça, on ne va jamais l'accepter. Simplement, nous comprenons que l'AES, pour nous, c'était simplement une volonté des dirigeants putschistes illégaux, des usurpateurs, de se soustraire des règles de la communauté pour pouvoir prospérer dans le désordre qu'eux-mêmes ils ont créé dans leur pays. Et ça, à partir du 28 janvier 2025, souhaitons et prions Dieu qu'il puisse véritablement quitter et que la CEDEAO puisse valider cette décision-là. Ça va nous arranger, nous tous, parce que quand on les voit venir en masse dans nos pays pour vouloir profiter des bienfaits de nos pays et de nos organisations et en même temps souhaiter que nous puissions aussi assumer les conséquences de leurs actions, ça nous fait très mal. Le sujet numéro 1, c'est un sujet très simple. Il y a eu le conseil des ministres le mercredi passé. Et les décisions qui ont été prises, c'est que définitivement, la FECI, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas la FECI seule. Il y a encore 14 autres mouvements. On va vous donner tous les noms. Là, quand c'est comme ça, personne ne sera étonné. C'est désormais officiel. La FECI et 14 organisations estudiantines ont été dissoutes ce mercredi 30 octobre 2024 au Conseil des ministres. Donc, ce n'est pas la FECI seulement qu'ils ont complètement démantelé. La FECI n'existe plus officiellement selon le gouvernement. Et lors du Conseil des ministres, quand les ministres se sont réunis le 30 octobre, le mercredi passé, avec le gouvernement, ils ont complètement décidé, validé, et donc c'est fini complètement.
Le Conseil national de sécurité, en sa session du 17 octobre 2024, avait entériné la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative au sujet. Mais d'autres vont me demander, mais et le 17 octobre, là, vous n'avez pas dit que c'était fait? Oui, c'était fait parce que ça, c'était lorsqu'il y avait le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité, là, comme vous entendez, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour décider de tout ce qui est aspect sécuritaire ou de tout ce qui est probable menace sur le pays. Et c'est durant ce Conseil national de sécurité, le 17 octobre, que le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Adama Diawara, avait donné l'idée. Et le chef de l'État avait dit, oui, c'est une bonne idée, on va l'appliquer. Maintenant, c'est hier, c'est-à-dire 13 jours après, le mercredi 30 octobre 2024, devant le Conseil des ministres et devant toute la nation, ils ont totalement officialisé la décision. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation des cités universitaires. Et là aussi, durant ce Conseil national de sécurité, le ministre de l'enseignement avait demandé à assainir les dortoirs qui sont dans les cités universitaires et aussi à mettre la police et les forces de défense et de sécurité dans les universités pour assainir. Parce que ne nous blaguons pas, la FESI c'est un mouvement terroriste, la FESI c'est un mouvement paramilitaire. Si ces moyens-là ne sont pas pris, ils vont revenir par d'autres manières pour continuer à intimider et à continuer ce qu'ils font. Mais comme nous le disions la dernière fois, cela n'est pas suffisant parce que même les acteurs du CROU et les directeurs de nos différentes universités étaient dans une certaine magouille et avec la FESI et avec le CROU. Une partie des problèmes aussi vient de là-bas. Tant que ces personnes seront là-bas et déjà étant habituées à la magouille, elles vont toujours continuer la même chose. Et c'est là qu'on va se retrouver dans un problème cornélien parce que la FESI n'étant plus là pour les inquiéter, ceux qui sont déjà des animateurs du CROU, qui étaient déjà dans la corruption, est-ce qu'ils vont appliquer les lois comme il se doit? Est-ce qu'ils vont être honnêtes dans les choix? Et est-ce qu'ils ne vont pas avoir la toute-puissance maintenant de pouvoir faire ce que la FESI les empêchait de faire? Parce qu'il y avait un deal entre eux et la FESI. On voyait que par exemple à Cocody, la FESI avait plus de 2000 chambres et c'était des deals. Maintenant, quelqu'un qui est habitué à la malhonnêteté là, s'il n'y a plus personne à côté de lui pour l'inquiéter, mais il devient encore plus malhonnête. Et donc, c'est pourquoi nous demandons que ces personnes-là même soient enlevées. Que ce soit les animateurs du CROU, que ce soit les différents directeurs des universités. Et même le ministre Adama Diawara lui-même, on ne va pas aussi oublier ses actions. Il a donné de l'argent à la FESI devant nous tous. Il avait donné cet argent pourquoi? On ne va pas aussi sauter sur ça. On ne va pas faire de la sélection. Lui-même mérite aussi qu'on lui pose des questions. Quelles sont les motivations qui l'ont amené à poser ce genre d'actes? Et tout ça, voilà, ça veut dire que notre système éducatif était pourri. Et donc, pour corriger tout ça, il va falloir prendre des décisions depuis la base jusqu'au sommet et de façon très profonde. Sinon, aujourd'hui, la FESI n'étant plus là, ceux qui sont déjà des corrompus dans le système vont se retrouver et auront une puissance qui va leur permettre d'agir n'importe comment et ça risque de créer plus de chaos. Et c'est pourquoi même il faut redéfinir même la gestion même des cités universitaires et aussi la sécurité sur nos cités universitaires. Il faut les redéfinir avec des nouvelles personnes, avec une nouvelle feuille de route pour être vraiment serein qu'on ne va pas retourner au point de départ. Dans cette communication, le ministre a proposé diverses mesures, notamment la réhabilitation par étapes des anciennes universités, des grandes écoles publiques et cités universitaires ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte les critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité sociale. Donc, le ministre de l'Éducation supérieure a proposé qu'il y a des endroits de nos universités là, c'est gâté. On doit arranger ça. Avec les grandes écoles publiques, on doit essayer de réhabiliter, d'arranger à nouveau. Ça, ce n'est pas mauvais. En ce qui concerne comment on va donner les chambres aux gens, ils disent maintenant qu'ils vont essayer de voir les notes. Tu as une mauvaise note, c'est que tu n'es pas un bon élève. Donc, on ne peut pas te donner. Donc, on va essayer de voir à partir des notes pour fixer des canevas. Et pour dire, si tu veux être admis, voilà telle note à telle note, voilà ceux qui peuvent être admissibles. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, on va essayer de voir l'âge.
Si tu as 49 ans, est-ce que toi-même tu es sûr que tu es étudiant? Ça, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a 49 ans et le mettre à nos enfants qui ont 18 ans, 20 ans à peine. Et la vulnérabilité sociale. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de parents à Abidjan. Et ça, c'est une mesure qui ne pourra pas marcher parce que quels sont les moyens que nous avons pour traquer que quelqu'un est socialement vulnérable? Moi, je peux bel et bien être à Abidjan et venir prouver que je n'ai pas de parents à Abidjan. Et donc, on verra bien sur quels critères ils vont se baser pour mesurer cette vulnérabilité sociale. Mais pour nous, le résultat qui est probant et que tout le monde peut voir, c'est les performances académiques, c'est-à-dire les notes qui montrent l'engagement de l'enfant ou même de l'apprenant à l'école, son âge aussi. Voilà pour nous. Et la vulnérabilité sociale, on va essayer de voir sur quels critères ils vont l'adapter. Mais pour moi, je ne crois pas trop en cela. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre des dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures, révélait le communiqué du CNS. Et donc, c'est ce que je vous disais. Et donc, quand le ministre a proposé tout ça, après, il a dit, je veux aussi que toutes les associations d'étudiants soient dissoutes. Et pendant le conseil du Conseil national de sécurité, le président de la République a donné instruction au Premier ministre Begré Mambé de mettre toutes les mesures qui ont été prises et acceptées, de les mettre en marche automatiquement. Et après, dès qu'ils ont fini cette réunion, ils sont sortis et ils sont venus annoncer ça aux Ivoiriens. Mais quelles sont les associations qui ont été dissoutes? C'est la liste qu'on va vous donner maintenant. L'Alliance nationale des étudiants de Côte d'Ivoire. Si vous entendez un nom là, c'est que cette association, elle a été dissoute. En abrégé, ANESI. L'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En abrégé, AGESI. La cellule estudiantine de réflexion et d'action concrète. En abrégé, CERAC. Le collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire. En abrégé, CEGEP-T-CI. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En abrégé, CECI. Le comité national des élèves et étudiants engagés dans la promotion de la santé en Côte d'Ivoire. Le CONEP-SI. La fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel, la FETEC-SI, la Fédération des élèves et étudiants pour le renouveau, en abrégé FEDER, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, le Forum national des élèves et étudiants de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, en abrégé FNEPT-CI. Le groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GIEHP-CI. Le réseau des élèves pour l'enseignement technique, en abrégé RESPECT. Le syndicat national des étudiants en sciences de la santé, en abrégé SINES. L'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé UNESI. L'Union des mouvements estudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire, en abrégé UMES-SI. Voilà donc l'ensemble des structures qui ont été démantelées. Et ça, c'est une très bonne chose. Et comme nous avons déjà fait des propositions dans nos différentes émissions, nous en avons fait des propositions et nous souhaitons que l'État ivoirien se donne le temps de regarder les autres pays où les choses marchent, de profiter des expériences de ces pays, mais surtout, tous ceux, si à l'avenir on doit créer des mouvements estudiantins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, il faudra aussi que les compétences intellectuelles soient mises en avant. Ça veut dire, la FESI, à travers le modèle qu'elle projetait, c'était les désœuvrés, les nuls et les défaillants académiquement qui avaient tout le temps, parce qu'ils n'étudiaient pas, et ils avaient tout le temps de créer la violence. Il faut par exemple utiliser les élèves en leur disant, si vous voulez créer des mouvements, voilà les notes que vous devrez avoir
pour donner l'image, pour dire non, ce sont les méritants et les meilleurs qui doivent diriger les étudiants et non les médiocres et les minables. Ça, par exemple, ça doit faire partie des critères. On doit signer définitivement un mémorandum pour dire que sur nos campus, aucun étudiant ne doit posséder des armes ou bien la violence doit être complètement bannie de nos universités. Si tu es pris dans un acte de violence, tu es complètement radié sans état d'âme. Et surtout, l'État doit prendre le temps de définitivement mettre les élèves dans ce qui leur revient en tant qu'activité, c'est-à-dire les études, et rien que les études, et fixer un temps minimal. Quelqu'un qui fait 10 ans à l'université, c'est trop. Quand tu fais déjà 5 bonnes années à l'université, tu dois avoir eu au moins ce que tu voulais. Et donc, l'État doit fixer un temps qui ne puisse pas dépasser les 10 ans. Si tu as fini, que tu veux maintenant aller en FIP, c'est-à-dire, tu as fini, tu ne vis plus sur le campus, maintenant tu viens de façon individuelle pour prendre des cours, mais là tu viens, tu prends tes cours, tu t'en vas. Ça s'arrête à ça. Et donc, il faudrait que tout soit clarifié. Sujet numéro 2. Milieu scolaire ivoirien, de mal en pis. On va vous parler de notre système éducatif de l'école ivoirienne qui ne se porte pas bien. Mais malheureusement, si les choses étaient mauvaises, on pourrait dire les choses sont mauvaises. Mais dans ce cas-ci, c'est que les choses deviennent graves au fur et à mesure qu'on avance. La réalité est alarmante et mériterait une attention urgente. Le pays devenu un point de passage pour le trafic fait face à un marché florissant avec 4 à 5 types de stupéfiants. L'exemple du bleu-bleu, ou pire des bouteilles d'eau scellées dans lesquelles on a injecté des doses de drogue. Estimé à plusieurs milliards de francs CFA par an, ce phénomène ne touche plus uniquement les grandes villes comme Abidjan, mais se propage rapidement dans les petites localités et même dans les zones rurales. Des villages de Daloa, Sipilou et Odiéné en font le cas actuellement. Chers parents, les choses vont tellement mal que nous tous ici, on sait, mais on fait semblant. Ou bien c'est quand ça ne nous touche pas, on se dit non, comme moi je n'ai pas encore, ça ne m'a pas encore eu là, donc moi je ne sais pas. Mais toi tu n'as jamais vu, il n'y a pas de problème. Ce que tu ne sais pas là, on va te dire ça simplement. Il y a un comprimé là, on appelle ça bleu-bleu. Toutes les femmes que vous voyez assises à côté des écoles là, elles vendent ça. Et nos enfants ont accès à ça. Et aussi, tout ce que vous voyez comme des vendeuses d'eau à côté des écoles, dans les eaux là, on met de la drogue. Et dans ces bouteilles d'eau là, que l'enfant le sache ou pas, s'il a bu ça, ton enfant est entré en contact avec la drogue. On pensait que c'était Abidjan seul. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans des petits villages d'Odiéné, à Sipilou, dans les villages reculés de Daloa, le même phénomène est arrivé là-bas aujourd'hui. Ça s'est répandu presque sur toute la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est plus Abidjan seul qui est touché. Ce qui intéresse les vendeurs de drogue, c'est de créer la dépendance. Quand tu t'habitues à la drogue, tu vas toujours vouloir. Et eux, ils se font des milliards par an. Aujourd'hui, il y a près de 4 à 5 types de drogues qui sont vendus à côté de nos écoles et dans des conditions que tout le monde connaît, ou bien souvent pour certains même par ignorance, comme ce qu'on vient de dire, c'est mis dans des dos. C'est pourquoi si tu as un enfant, il ne faut pas laisser l'enfant boire l'eau, même sa nourriture. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ce qu'on a aussi constaté, c'est que derrière ces phénomènes, les gens font cela pour aller faire de la prostitution. Nos enfants, oui. Quand ils font ça, on drogue souvent des jeunes filles. Les gens les prennent pour aller dans des villas meublées, pour aller avoir des relations sexuelles avec elles. Et souvent, entre amis, ah, donne-moi un peu d'eau, ils prennent l'eau, mais ils font exprès, c'est l'eau dans laquelle il y a la drogue là. On donne à l'enfant, et une fois que l'enfant boit cela, son comportement change et il devient quelque chose d'autre. Heureusement, l'État de Côte d'Ivoire a pris ces mesures avec beaucoup de sérieux.
et les fumoirs et autres maquis aux abords des écoles n'existent plus. Mais il faut dire que l'État, vrai là, le gouvernement n'est pas resté aveugle. Quand ils ont constaté, à travers le ministère de l'Intérieur, ils ont mené des campagnes pour balayer tout ce qui est maquis, tout ce qui est fumoir et tout ce qui est vendeuse de médicaments aux abords de nos écoles. Ça, ils ont fait ça. Mais nous-mêmes, les parents, on a fait quoi? Voilà la question que chacun de nous devrait se poser. Si la situation perdure, nous pourrions bientôt voir plus de points de vente de drogue que d'écoles. Actuellement, le rapport est déjà inquiétant. Une part importante de notre jeunesse est directement touchée par ce fléau, avec des adolescents impliqués dans le trafic de la drogue ou des activités criminelles. Les conséquences sont tragiques, avec une augmentation des violences et des règlements de comptes. Mais ce que le gouvernement avait fait, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Plus ils étaient traqués dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces vendeurs de drogue ont délocalisé leurs activités pour aller profondément à l'intérieur du pays. C'est pourquoi vous les retrouvez dans des zones comme Odiéné, Sipilou. Aujourd'hui à Odiéné, là, allez demander, la majorité des jeunes là-bas sont dans la drogue. Allez dans les villages de Daloa, dans les campements. Allez vers l'ouest à Sipilou. Et donc, en réalité, si ce qu'on a combattu à Abidjan, on a l'impression qu'il y a du mieux à l'intérieur du pays, ce n'est pas le cas. Les gens se sont déplacés pour aller continuer les mêmes activités ailleurs. Et malheureusement, notre jeunesse est touchée par ce fléau-là. Parce qu'il y a des adolescents qui sont en lien avec des vendeurs de drogue et des criminels à qui on fait miroiter de l'argent facile et eux font ces sales activités. Et les conséquences, ce n'est pas à moi de vous le dire. Subitement, vous voyez un enfant qui était sage, bien éduqué, devenu violent. Ce n'est pas seulement l'œuvre du diable, mais c'est surtout l'œuvre d'abord des drogues et des substances. Les violences à travers les règlements de comptes. Et c'est pourquoi chaque parent doit être capable de conseiller ses enfants. 1. Ne mange pas dehors. 2. Ne bois pas dehors. 3. Fais attention à tes compagnies. 4. Focalise-toi sur tes études et rien d'autre. Des enfants innocents pris au milieu de cette violence souffrent également des conséquences. Nous avons entendu des histoires de jeunes sous amphétamines impliqués dans des partous, dans des tontines sexuelles. Des jeunes consommer des gâteaux drogués. Et cela doit nous alerter. La vie de nos jeunes est en jeu, car certains d'entre eux se retrouvent entraînés dans cette spirale de violence, de sexe, souvent attirés par l'argent facile. Et ce que nous disons, les gens, ah non, vous aimez critiquer, vous êtes mauvais. Mais ça existe pourtant. Est-ce que c'est le fait de ne pas en parler qui est une bonne chose? Ou bien c'est le fait d'en parler, on doit blâmer celui qui vient dire la vérité à sa société? Aujourd'hui, là, tu as un enfant de 8 ans, 9 ans, qui se retrouve avec un autre enfant qui est habitué à la drogue. Mais ça traumatise ton enfant. Ce que j'ai dit là, est-ce qu'il n'y a pas des vidéos qui ont circulé où nos jeunes enfants, à peine 15 ans, 16 ans, se regroupent dans des villas meublées pour faire des partous? Est-ce qu'on n'a pas le phénomène des tontines sexuelles en Côte d'Ivoire? Mais quand nous on en parle, on dit vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais. Mais qui aimerait voir sa fille sur Internet pour dire qu'elle est en train de faire tontine sexuelle? Ce que l'aîné a évoqué la dernière fois, j'ai vu la vidéo, c'est la vérité. Des gens qui se sont réunis, ils sont dans un maquis et ils sont en train de faire l'acte sexuel et les gens sont en train de les applaudir. Et ça, dans nos écoles, les gens sont... Ah non, comme j'ai un petit gâteau là, il faut prendre. Il y a la drogue dans le gâteau là. Ah non, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un bonbon qu'on appelle la mine mentholée? Mine cristal. C'est quoi?
c'est quoi? Nous tous on connaît, on fait semblant. Et on aimerait bien voir les enfants des autres pour les critiquer. Mais ça peut arriver à nous-mêmes. Et nos enfants aujourd'hui, sans le savoir, peuvent prendre des maladies comme le sida, des maladies sexuellement transmissibles à travers ces partout, ces tontines. Et tout ça, la cause fondamentale, ce sont les drogues. Il faut dire à ton enfant aujourd'hui, il ne faut plus manger. Quelqu'un te donne nourriture, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas boire l'eau dehors. Et ça, c'est de notre responsabilité d'alerter. Ce sont des jeunes êtres. Ils sont en phase d'apprentissage. Si nous, les parents, nous démissionnons et que nous laissons cette spirale de violence prendre nos enfants en otage, finalement, c'est nos propres vies qu'on aura détruites. Parce que l'école qui devrait être un lieu de formation devient un lieu de destruction à travers le sexe, à travers la violence, à travers la drogue, à travers l'acquisition de l'argent facile. Et demain, on veut que ces enfants-là deviennent des gens dans la société. Mais, il faut aller plus loin et se poser la question de savoir comment la drogue rentre dans le pays. La drogue là-haut, ça rentre comment? Car c'est une fois sur place qu'on consomme, qu'on utilise les camoraciens. C'est-à-dire ceux qui sont les dealers de drogue se font appeler camoraciens pour investir les écoles et établissements scolaires. Ce que vous ne savez pas, il y a des gens en Côte d'Ivoire, une fois que la drogue arrive là, et leur métier, c'est comment distribuer les drogues pour détruire nos enfants dans les écoles. On les appelle les camoraciens. Ce sont les dealers de drogue, c'est le nom qu'ils se sont donné. Et donc aujourd'hui là, je suis désolé de vous dire la vérité, mais on vend la drogue en sirop dans nos écoles ou à côté. Si tu questionnes bien nos enfants, ils vont te dire, c'est tel, je connais tel enfant, mais telle personne, c'est eux qui vendent ça, la drogue en sirop. On vend la drogue en biscuit, on vend la drogue en gâteau, on vend la drogue en bonbons, on vend la drogue en glace pilée, ils appellent ça croche-croche. Et il y a des élèves qui sont spécialisés dans ça. Et ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses qui existent dans un autre pays, c'est en Côte d'Ivoire. On vend la drogue en eau, l'eau glacée dans les bidons là, oui. Peut-être il y a des vendeuses qui ne le font pas, mais la majorité le font aujourd'hui. Donc si on vous dit tout ça en tant que parent, c'est pour que vous puissiez relayer ces messages-là, pour dire qu'il y a danger. Là, quand il s'agit de la drogue en herbe, dans des ourlets de pantalons et dans les trousses. Il y a des élèves même qui ont ça dans leurs trousses. Ils sont là. Dans les classes, là, nos enfants, ils se connaissent. Qui vont, connaissent. Mais la drogue rentre comment? La drogue rentre en complicité avec des gros bonnets de la République. Quand j'ai dit des gros bonnets de la République, je n'ai pas dit les dirigeants. Je vais dire des gens qui ont des liens où ils se sentent protégés. Sinon, tu ne peux pas être un dealer de drogue, quelqu'un qui fasse rentrer de la drogue, si tu n'as pas un point d'appui. Je prends le cas de San Pedro, quand on avait arrêté un certain Colombien avec tout un groupe de vendeurs de drogue. On a attrapé des officiers même de police et autres. Et donc, il y a une mère qui dit, on appelle celui en liquide l'IN. C'est très dangereux. Arrêt cardiaque rapide. Il est donc impératif que nous prenions des mesures concrètes. La jeunesse ivoirienne ne mérite pas cet avenir. Plutôt, elle mérite un avenir meilleur, loin de ces dangers. Nous devons encourager l'éducation et les activités sportives comme alternative au choix destructeur. Les autorités doivent renforcer la sensibilisation dans les écoles et les quartiers, tout en créant des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer et se développer. Et donc, si on évoque ça, c'est pour dire que nous autres parents, on prend combien de temps pour dire à nos enfants aujourd'hui, pour leur présenter les dangers de la société?
L'école, c'est d'abord un lieu académique, mais c'est à nous de continuer et de renforcer l'éducation de nos enfants. Et pour former un jeune être, il faut être capable de dire à ce jeune être-là, voilà aussi les dangers de ta société. Et c'est pourquoi nous voudrions profiter à travers cet article pour dire aux parents, prenez le soin de vous asseoir avec vos enfants, de savoir qui ils sont, comment ils sont. Souvent, prenez le temps d'aller à des heures qui ne correspondent pas pour aller voir un peu vos enfants à l'école. Causez avec les enseignants pour que vous sachiez. Parce qu'un enfant ne change pas subitement. Quand tu vois un enfant qui était sage, il revient à la maison, tous ses cahiers sont déchirés. Ça doit te dire quelque chose. S'il n'est pas brimé par quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un changement de comportement. Un enfant, là, il faut tout surveiller. C'est vraiment utile. Et donc, il faut que nous-mêmes, en tant que parents, nous nous engagions dans l'éducation de nos enfants. Parce que si tes enfants ratent le rendez-vous d'un avenir meilleur, c'est toi-même toute ta vie qui n'aura plus de sens. On doit encourager des émissions comme Génie en herbe. On doit encourager des émissions comme la lecture. Et Éclaireur lui retient beaucoup de choses, mais parce que l'éclaireur lit beaucoup. Et les gens sont là. Tout ce que tu fais dans la vie, là, il y a un bénéfice. Ah non, c'est pas facile ce que tu fais. Mais tu finis par t'habituer. Souvent, là, pour organiser une émission, ça ne me prend même pas plus de 30 minutes parce que chaque jour, je m'entraîne. Il suffit de prendre des sujets, je lis le titre, quand ça me plaît, je prends, je colle, je viens, je développe ça sur place. Parce que depuis 4 ans, je fais ça. Donc, ça devient une habitude. Et pourquoi je fais ça? Ça, là, toi, tu es là, toujours tu lis, toujours tu réfléchis, là. Tu crées des nouveaux neurones. Ça veut dire que ton esprit sera toujours en activité. Ça veut dire, un corps qui est toujours en activité, là, il se renouvelle. Donc là, il y a de fortes chances que je n'ai pas de maladie neuronale. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Mais un cerveau qui ne travaille pas devient un cerveau dormant. Donc là, les neurones, les points de connexion que ton cerveau doit créer, là, meurent et ça diminue. Et comme tu ne t'es pas entraîné à ça, là, tu vas devenir un vieux tonton. Donc, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde-là. Quand tu mets ton cerveau, même le corps physique, quand le travail, quelqu'un qui fait du sport et qui n'exagère pas, qui le fait dans les bonnes conditions, il est mieux que quelqu'un qui ne fait pas du sport. Voilà autant de choses. Nos enfants ne lisent pas. Nos enfants, aujourd'hui, on ne leur donne pas d'éducation académique. On ne leur donne pas d'éducation morale. Il n'y a pas d'éducation civique. Et demain, on veut que ce soit ceux-là qui puissent diriger notre société. Mais ne soyons pas surpris que leur modèle soit la Fessi, que leur modèle soit les Laurent Gbagbo, que leur modèle soit les Damana Picasse, que leur modèle soit les Blé Goudé. C'est pourquoi des Blé Goudé peuvent sortir aujourd'hui pour aller fanfaronner pour dire qu'eux, là, eux ont un destin présidentiel en Côte d'Ivoire tant que les Sorogio. Ce n'est pas un hasard, c'est une démission de notre société où on a mis les gens qui ont de la qualité, où on a mis des gens qui peuvent faire des propositions de valeurs nouvelles. Tu prends un sujet, tu mets là, tu dis, bon, réfléchissez sur le sujet. Il y a des gens qui vont venir, qui vont te lire et puis maintenant te dire ce qu'eux, ils entendent. Mais quelqu'un peut prendre le même sujet puis développer d'autres concepts. C'est ce qu'on appelle la création de valeurs nouvelles. Et c'est ce que le grand maître Nietzsche a appelé les destructeurs. Parce que c'est eux qui cassent les anciennes valeurs pour créer des nouveaux modèles. Mais on n'encourage pas tout ça. On n'est pas une société qui réfléchit. On est toujours dans le copier-coller, dans la consommation. On ne veut pas réfléchir, on veut être des consommateurs. Mais c'est ce qui va faire aussi que notre société tombe en décadence. Et donc, la mobilisation des parents, des enseignants et de la communauté est essentielle pour contrôler et contrer même ce phénomène. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos jeunes sont des acteurs du changement et non des victimes d'un système défaillant. Face aux défis du trafic de drogue, unissons nos forces pour protéger notre avenir commun et faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un endroit sûr et prospère pour tous. Pouvoirmagazine.com. Et donc, le défi, c'est à chacun de nous, en tant que parents, en tant que citoyens, parce que si notre pays va mal, c'est d'abord les citoyens qui sont mal formés. Ce sont des citoyens qui sont dans une société défaillante. Parce que ceux qui devraient être les gardiens, ceux qui devraient être les éducateurs ont failli. Et chacun de nous, moi-même y compris, on a tous failli. Parce que dans une société, quand la majorité faillit, c'est le mal qui prédomine sur le bien. Et donc, même ceux qui sont bien assument les conséquences de ceux qui sont mauvais. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons tous failli. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui,
que chacun joue pleinement son rôle de parent. Que les enseignants se limitent à leur rôle d'enseignant. Et que nous-mêmes, en tant que communauté, on prenne nos destins en main. Si nous sommes une communauté chrétienne, une communauté musulmane, une communauté juive, une communauté traditionnelle, revenons à nos barrières morales, à nos valeurs culturelles et mettons-nous des limites. Pour dire que nous, là, nous, on est didao. Les gens peuvent nous accuser que nous, on aime manger des trucs comme ça, là. Mais nous, les didao, là, les choses, nous, on ne fait pas. Ah non, elle est BT, ils aiment pas. Non, BT n'aime pas par là. BT aime dire la vérité. C'est que tout le monde va tourner à côté là pour te dire ça en 1000 mots là. Lui, il va te dire ça directement. Sinon, si BT ou Dida aimait palabre là, il y a combien de personnes qui ont les forêts, les champs, ils n'ont jamais fait palabre avec eux? Il faut développer ces bonnes qualités-là. Aujourd'hui, dans notre société, la télévision même aussi est un phénomène destructeur. Notre télévision ne nous aide pas. Ce que les enfants voient à la télévision, ça finit par être dans leur subconscient comme des modèles. Voilà tout ça qui tue notre société. Et aujourd'hui, la drogue aujourd'hui est devenue un phénomène qui est en train de nous détruire complètement. Et si nous faisons garde, si nous prenions garde, c'est notre société qui va en pâtir. Sujet numéro 3. Lutte contre le terrorisme. Rencontre stratégique entre les ministres de la Défense de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Le sujet numéro 3, qui sera le dernier. Le mercredi 30 octobre, dès qu'ils ont fini le conseil des ministres, le ministre Téné Brément a rencontré le ministre de la Défense du Libéria. Mais ce que vous ne savez pas là, c'est une femme. Elle s'appelle Général de Brigade Géraldine Janet George. On m'a dit ça en français. Géraldine Janet George. C'est une femme. Celle qui est ministre de la Défense du Libéria. Ce qui m'a fait rire, quand elle est venue, elle s'est inclinée devant le ministre. Et le vieux était fort. Ben, tout ça, ce sont des à côté. Ce n'est pas important de le dire. Mais, dans la symbolique, ça veut dire, on a besoin de votre aide. Mais bien avant ça, c'était le Ghana qui était venu faire la même chose. Mais ça, c'était entre présidents. Ça, c'était entre les présidents. Mais pourquoi maintenant, c'est le ministre libérien de la Défense qui vient voir directement le ministre de la Défense ivoirienne? Ça veut dire que le Libéria est en paix. Ça veut dire que le Libéria reconnaît aujourd'hui les capacités militaires, l'expertise de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Et donc, ça s'est passé le 30 octobre 2024 à Abidjan, au plateau là-bas. Quand elle est arrivée, elle a été bien reçue. Et elle a dit, pour le terrorisme là, on voudrait que votre Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ce qu'on appelle AILCT, on voudrait que vous nous aidiez à former certains de nos éléments. Le ministre a dit, il n'y a pas de problème. C'est un centre international, comme le nom l'indique. Et donc, à partir même de cette année, de la rentrée académique 2024-2025, envoyez vos gars, on va les former. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, nous avons aussi une vocation d'être une force de création de paix et de maintien de la paix. Il n'y a aucun pays qui peut venir nous voir pour demander qu'on crée les conditions de la paix et puis on va refuser. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous venez, on va vous former. Et donc, ils ont profité pour dire et signer des accords pour dire qu'ils vont s'aider mutuellement pour lutter contre le terrorisme sur le continent africain. Parce qu'actuellement, le monde dans lequel on vit là, il y a plusieurs formes de menaces, il y a plusieurs dangers. Et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria s'est faite dans une vision pour créer une Afrique plus sûre et pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Et c'est une très bonne chose pour les deux pays. Parce que, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il y avait les attaques de Ndotré, où, à un moment, c'est le Libéria qui était devenu le centre même de gestation des miliciens qui étaient financés et encouragés par des gens comme les Damana Picasso et autres. Et donc, quand on les a tagués en Ndotré, là, si vous vous souvenez très bien, on a retrouvé de l'argent sur certains 500 000, tout. On a aussi retrouvé des documents. Et ceux qui ont été arrêtés, quand on les a bien questionnés, ils ont donné des noms. Bientôt,
très bientôt, les Damana Picas et autres là, vont aller devant la justice pour ces problèmes-là. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a aussi, avant-hier, le ministre de la Défense a reçu Kone Katina, qui avait fait des discours très enflammés pour dire qu'ils vont brûler le pays si Gbagbo n'est pas sur la liste. Donc, de façon très froide, il a été invité pour lui dire, pays que tu vas brûler là, ce n'est pas toi seul qui as construit. Il faut aller d'abord commencer par ton village. Quand tu vas finir de brûler ton village, là, on m'a dit, ouais, tu as donné un bon exemple. Donc, le langage que vous tenez là, si l'État vous regarde, ce n'est pas par faiblesse. Et donc, regardez le comportement de Kone Katina après qu'il a été reçu au ministère de l'Intérieur et les jours à venir. Observez pour voir si vous allez voir des changements ou pas. Le ministre ivoirien de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au général Géraldine Janet George, soulignant l'importance de cette visite d'amitié pour consolider les liens entre les forces armées des deux pays. Ensemble, ils entendent adopter une approche coopérative et multilatérale pour faire face aux enjeux de sécurité, comme en témoigne l'un des sous-thèmes abordés lors de la rencontre académique à l'AILTC. C'est l'École internationale de la lutte contre le terrorisme. C'est à Jacquesville. Et donc, c'est très important pour la Côte d'Ivoire. À travers ce que nous voyons, c'est l'expertise et la capacité militaire de la Côte d'Ivoire qui est reconnue aujourd'hui par certains pays qui aspirent à leur, qui veulent se protéger. Notamment, c'était le Ghana, aujourd'hui, c'était le Libéria. Et donc, c'est une très bonne chose pour nous. Et ça va nous permettre aussi de signer des accords avec ces pays-là pour protéger aussi la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose de très utile. Cette rencontre marque la volonté du gouvernement ivoirien et libérien de travailler main dans la main pour répondre aux défis sécuritaires qui menacent la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà le message qui est clair. C'était tiré de Fraternité Matin pour ceux qui veulent vérifier. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On est déjà pris par le temps. On va donc passer directement à l'édito de Mère Blanc. Quand on aura fini, le peu de temps qui reste, on va rapidement permettre à ceux qui veulent s'exprimer de le faire et pouvoir vaquer à nos occupations. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellente classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre l'hôte libanais. Un hôte est par définition quelqu'un qui donne l'hospitalité à une autre personne. En général, c'est à l'hôte aussi qu'incombe l'éducation de son étranger qu'il reçoit chez lui. C'est en cela que la problématique de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire nous interpelle. Pourquoi le Libanais, après avoir engrossé une Ivoirienne, abandonne le bébé de sexe féminin à la mère? Pourquoi la communauté de l'ancienne Phénicie est citée dans des cas de défenestration et de maltraitance à outrance sur son personnel de maison africain, ici et chez eux? Pourquoi vit-elle en général repliée sur elle-même? Le bon sens aurait pourtant voulu que le Libanais soit un être cordial et humain, mais en même temps, l'histoire de ce minuscule pays de l'Asie occidentale de seulement 10 452 mètres carrés est ponctuée de périodes douloureuses. En effet, le Liban est pris en sandwich par deux puissances voisins que sont la Syrie et Israël, dont il essuie en ce moment les frappes. Les Libanais sont plus nombreux chez les autres que dans leur propre pays. En Europe, le Libanais peut être assimilé à un âne, juste bon pour porter des valises d'argent en Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. Mais il s'enfle de complexes de supériorité et se permet de donner la mort et peut aller jusqu'à humilier ailleurs un agent de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Le Libanais est un être frustré, chauve-souris, mi-souris, mi-oiseau, il perd son sang-froid pour peu. Alors, chers Libanais vivant en Côte d'Ivoire, vous affluez en ce moment par centaines.
sur cette terre d'hospitalité devenue victime collatérale de votre guerre, dont elle ignore les tenants et les aboutissants. Alors, nous vous disons de mieux éduquer vos étrangers, que vous accueillez avec des propos apaisants à l'endroit des autochtones, sinon votre destin est entre vos propres mains. À bon attendeur, salut. Merci infiniment, Mère Blanc, qui soulève une thématique hautement importante. La question de celui qui vient dans un pays autre que son pays d'origine. Moi-même, éclaireur qui vous parle, je vis à l'étranger. Je suis ivoirien d'origine. Je vis à l'étranger. Quelle que soit la beauté de ce que je vais faire ici, aux États-Unis, là, je ne serai jamais un Américain en plein temps. Je dois connaître mes limites. Même si on dit c'est moi j'ai découvert notre planète, pour les Américains là, on va toujours me dire tu es ivoirien. Un homme là, quand tu quittes ton pays d'origine pour venir quelque part, même si tu deviens roi là-bas, il faut connaître ta place. Il y a des choses là, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qu'on constate? On nous dit, je n'ai pas encore le factuel, qu'il y a un déversement des Libanais en Côte d'Ivoire en ce moment. D'autres même parlent de 320 000 personnes. Je n'ai pas encore travaillé sur la question, mais j'entends beaucoup parler de cela. J'espère bien que l'État de Côte d'Ivoire a bien réfléchi. Parce que quand tu accueilles des gens qui sont dans une guerre aussi compliquée que ce que nous voyons dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire entre le Liban, entre l'Iran, entre l'Israël, c'est une guerre très complexe. Et ces gens-là ne sont pas des gens simples et normaux. C'est des gens qui ont vécu dans les extrêmes de la guerre sur plusieurs générations. C'est des gens qui sont déjà dans un état mental où ils sont capables du pire. Quand vous les prenez en masse, que vous faites, est-ce que c'est écrit sur leur front? Lui là, il est Hezbollah. Lui là, il est Hamas. Lui là, il est tant. Demain là, quand ça va péter et que ces gens-là vont enlever des pistolets pour tirer dans le pied des enfants parce qu'ils avaient payé pour avoir la nationalité ivoirienne. On a déjà vu ça. Quand demain, ces gens-là vont coucher avec nos sœurs et puis les jeter par la fenêtre, comme ça a été le cas à San Pedro. Quand demain, là, ces gens-là vont utiliser les Ivoiriens comme des esclaves, est-ce qu'on va dire qu'on est étonné? Et donc là, pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays? C'est vrai qu'être gentil n'est pas une mauvaise chose, mais est-ce qu'on calcule les conséquences de notre gentillesse à l'avenir? Est-ce que les uns et les autres savent ce que le problème israélo-palestinien que vous voyez aujourd'hui là, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est aussi le fruit d'une grande manipulation mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. Où quand l'Israël a aidé l'Occident à combattre Hitler et ses troupes, ils ont supposément forcé la situation. L'argent du plan Marshall que les Occidentaux ont réussi pour construire l'Europe, les Juifs qui ont aidé, ils ont demandé, ils disent, nous, on veut créer, après les expériences qu'on a vécues avec les Hitler, là, nous, on veut créer notre propre pays. Ils sont allés, en se basant sur la Bible et autres, pour dire qu'ils reviennent à la terre promise. Si Moïse n'a pas pu avoir la terre promise, ce n'est pas vous qui allez avoir la terre promise. Ça, c'est pourquoi dans le Coran, Dieu vous dit qu'il a fait de vous des singes sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous avez été transformé en singe. Le singe, là, partout où il est, là, il fait du bruit. Ou bien, il y a le bruit qui le suit. Vous n'aurez pas la paix. Parce que vous avez vous-même volontairement cassé l'alliance que vous aviez avec Dieu. Pendant 41 ans, vous avez fait souffrir Moïse dans le désert. Et c'est à cause de vous et du stress de votre comportement que vous avez fait tuer Moshe. C'est Moïse, c'est lui qu'ils appellent Moïse. Mais son vrai nom c'était Moshe. C'est à cause de votre stress vous l'avez tué dans le désert. Et c'est 1000 ans après, quand il reste à Yatrib, à Médine, que le prophète de l'islam, dans vos questions bizarres, il va vous dire, bon, allez à tel endroit, vous allez voir, ça tombe là-bas. C'est à vous-même de voir. Ce problème-là ne finira pas. Mais quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui prend le risque de prendre ces gens qui sont déjà formatés dans la guerre, dans la violence, on espère que nos autorités savent ce qu'elles font. Demain, il ne faudrait pas dire qu'on ne savait pas. Surtout quand on regarde le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais pensent qu'eux sont mieux que nous.
Les Libanais nous voient en animaux. Le Libanais ne va jamais employer quelqu'un et puis bien le payer. Les Libanais n'ont pas de limite en Côte d'Ivoire. Pourtant, est-ce que nous, on peut faire et même imaginer ce que eux font? Ce que eux nous font en Côte d'Ivoire là. Est-ce que nous, on peut faire même la moitié de la moitié de la moitié au Liban? Ça ne peut même pas traverser ton idée. Et donc là, quand tu accueilles quelqu'un aussi là, la personne, tu ne dois pas lui donner l'impression qu'elle est mieux que toi. Les Libanais ne se sentent pas concernés par la loi de la Côte d'Ivoire. Et un exemple, c'est la chambre de commerce des Libanais. Et c'est justement à cause de l'argent qui circulait là-bas là, qu'on dit qu'ils sont en train de financer le Hezbollah à partir de la Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ils vous ont mis sur la liste grise. Les Libanais se considèrent comme une communauté à part entière en Côte d'Ivoire et supérieure aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne payent pas, les Libanais en Côte d'Ivoire ne payent pas les impôts. Monsieur le Président Alassane Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et puis Ezzedine? Quand vous êtes venu nouvellement à votre pouvoir là, Ezzedine avait plus de 300 milliards qui devaient à la Côte d'Ivoire. Il dit il ne paye pas. Quand vous l'avez au bras là, il dit il ne paye pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Si vous vous souvenez très bien, un jour on a découvert plusieurs milliards à l'aéroport. C'était lui qui voulait sortir. Il dit je ne paye pas votre impôt. Les Libanais ne payent pas notre impôt. Ils préfèrent corrompre des agents des impôts, mais ils ne payent pas. Et tant qu'on ne va pas dire à ces Libanais que nos lois là ne sont pas faites pour vous privilégier et qu'on ne va pas vous favoriser, demain là, c'est la Côte d'Ivoire qui va devenir la Palestine de l'Afrique de l'Ouest. Ça, ne soyez pas surpris. Et on n'a même pas besoin de lire dans une boule de cristal. Ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Quand tu permets à l'étranger d'être plus fort que toi, demain, tu vas devenir l'esclave de l'étranger. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup la charte du Mandé qui disait que quelle que soit la force d'un plus petit, tant que ses aînés sont là, on ne lui donnera jamais le droit de gouverner ou le droit de gérer les autres. Mais dans la charte du Mandé, eux avaient compris ça. Depuis avant le XIIe siècle, il dit, quelles que soient les compétences d'un étranger, il ne devient jamais roi. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de paradigme moraux. Nous-mêmes, nous faisons sauter toutes les barrières. Et demain, on veut être étonné. Demain, là, quand les Libanais vont tirer dans les pieds de nos enfants, quand les Libanais vont attraper nos policiers, les gifler, les chicoter correctement, comment c'est devant nous? On est étonné. On est devenu une société sans dignité. Et puis, on s'assoit, on les regarde. Tu as fait ça au Liban, là, on va te lyncher à la seconde. Mais les Ivoiriens s'arrêtent, on filme ça. Des Libanais sortis de leur voiture. Pourquoi le policier leur a dit arrêtez le feu? Il est venu la griller. Il est parti bloquer. Il a fait arrêter son véhicule. Il est revenu et puis il a chicoté notre policier. Les gens étaient là, les gens filmaient. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Et bizarrement, tous les régimes, y compris celui du RHDP, quand ils viennent là, ils ont leur Libanais. Parce que tous ceux qui sont dans les détournements de fonds là, pour cacher leur argent là, ils sont en complicité avec les Libanais. Et c'est tout ça qui les met en confiance. Ils ont tous des quelqu'un. Est-ce qu'on n'a pas vu des Libanais avoir accès à des badges d'entrée à la présidence sous le régime du président Ouattara? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, ils auraient pu introduire des terroristes pour abattre le président Ouattara. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. On a vu ça ici. Mais on a vu un Libanais qui a été arrêté tout récemment sous le régime du docteur Ouattara. Mais après, il a été libéré. Et quand il est ressorti, là, les gens l'applaudissaient. Ça, on a vu ça ici. Et vous voulez qu'on se taise là-dessus. Mais nous, on va dire, vous n'allez pas aimer ce qu'on dit. Mais les conséquences, personne ne sera étonné. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On n'a plus que 25 minutes. Et ceux qui veulent réellement la parole, on va vous laisser 1 à 2 minutes de vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole rapidement. On ne va pas laisser plus de 5 minutes à ceux qui voudraient la parole. Et ceux qui veulent la parole, on va vous donner en moins de 5 minutes. Allez rapidement, on est pris par le temps. Moi, je dois aller au travail. Donc, vraiment, faites l'effort de ne pas trop durer. Allez juste à l'essentiel pour qu'on puisse aller aussi chercher notre petit pain. On dit merci vraiment à tous ceux et toutes celles qui nous font confiance. Et soyez très efficaces. Allez à l'essentiel, laissez la parole. Et si vous avez demandé la parole, soyez présents. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô?
Oui, comment allez-vous? Nous n'arrivons pas à vous entendre. Vous êtes sur écouteur, vous êtes loin de votre appareil, vous êtes sur haut-parleur, nous ne pourrons pas vous entendre. Ah, d'accord. Oui. Si ces conditions Vous ne sont pas... m'entendez? On vous entend difficilement. Ça veut dire qu'il y a un appareil qui est allumé, soit vous êtes Allô? loin de l'appareil. Oui? Vous m'entendez? Oui, vous pouvez parler rapidement. Oui, bonsoir l'éclaireur, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ouais, bon, le sujet, je vous ai pris en cours. Je ne sais pas si c'est un sujet libre ou ça doit être sur quoi. Bon, Vous pouvez parler de ce que vous voulez. bon moi, je voulais en parler un peu, bon, comme j'ai 5 minutes seulement, par rapport à les discours de M. Simplo, quand il parlait à ces membres-là. Et concernant, il disait que on doit se battre pour construire notre nation. Et il n'a pas, il faut se battre, il faut se battre. Moi, c'était pour lui faire comprendre que nous, on s'est battu déjà. On s'est battu pendant 15 ans pour sortir la Côte d'Ivoire. Bon, on peut dire 18 ans ou 20. Oui. Voilà, 18 ans, 20 ans. Oui. On a déjà acquis ce qu'on voulait. C'était pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Et c'était pour lui faire comprendre que déjà, il n'y a plus de lutte, quoi. S'il veut lutter maintenant, il n'a qu'à lutter pour aller construire Maman, c'est tout. Sinon, la lutte est déjà faite. Elle a été faite en bonne et due forme. Ça a été fait par les racines jusqu'à l'arbre à pousser. On est en train de récolter les fruits maintenant. Donc, il n'a qu'à nous laisser en disant qu'il faut se battre, il faut se battre. Ils ne vont plus nous avoir encore par les amalgames, quoi. Vraiment, la lutte a été faite déjà. Il y a quelque chose qui a été battu. On a reconstruit et on est en train de rebâtir la nation ivoirienne. C'était pour lui dire ça, pour répondre à son discours en disant il demande à ses gars de se battre. Ils vont se battre pour faire quoi? Pour détruire ce qui a été construit. Mais ils vont trouver les gens sur leur chemin. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Ce que vous dites, je suis totalement d'accord avec vous. Parce qu'il faut poser la question à l'intelligence des gens pour réveiller aussi. C'est ce qu'on appelle en philosophie la maïeutique. Ça veut dire, souvent là, je sais que tu sais la réponse, mais quand je te pose la question à ton intelligence, ça te réveille. Et c'est ce que vous venez de faire là. On va aller se battre pourquoi et pour qui? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà battu? Bon, nous là, nous on n'est pas des lutteurs. Déjà là, ce que lui n'a pas pu faire là, nous on s'est battu. Notre régime a pu mettre ça devant tout le monde. Donc on doit se battre pour continuer ça. Et non se battre pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui pense que le monde va tourner autour de lui son nombril et que lui, on doit lui faire plaisir. Mais ce moment-là aussi est passé. C'est ça. Ce moment-là est passé. Et il faudrait que les Ivoiriens comprennent cela et que les Ivoiriens se disent... Tout le monde doit mémoriser, quoi. Hein, c'est ce qu'il faut qu'on continue avec le chemin qui a été fait déjà. Ça a été déjà battu. On est sur la bonne raille. Même si nous, on n'a pas récolté, nos arrière-enfants, ils vont récolter, quoi. Effectivement. C'est comme ça l'Europe a été construite. Hein. Il prend l'exemple aussi, Europe et États-Unis. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler, il est en train de faire notre publicité sans se rendre compte, quoi. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette belle... Et je pense que c'est votre première fois. Et vous voyez que c'est une très belle entrée déjà que vous faites. Et on attend des personnes comme vous pour venir essayer de faire bouger les lignes en termes de conscience et de mentalité. Et ce sera avec beaucoup de plaisir. On est aussi sur TikTok. On est aussi là tous les jours que vous voulez. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais vous venez de démontrer que ce n'est pas le temps qu'on te donne qui fait la beauté d'une parole. C'est-à-dire qu'en 4 minutes, vous avez dit ce que quelqu'un d'autre aurait pu dire en 20 minutes ou en 30 minutes. Donc, ça veut dire que l'efficacité et la beauté de nos paroles, quand c'est bien fait, ça apporte un résultat. Et vraiment, moi, je suis très heureux. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous aussi. On a l'écoute. Merci beaucoup.
éclaireur. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous aussi? Éclaireur, Oui? le cas des Libanais a besoin, je pense, d'un moment d'étude. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir sur ce cas pour ne pas pour prévenir tout danger à l'avenir. Mais éclaireur, je vais rapidement me prononcer sur certains éléments de votre introduction sur les nouvelles réformes de l'université. Vous avez dit par exemple qu'il y a 10 ans, enfin, il ne sera pas accordé plus de 10 ans à tout étudiant à l'université. Moi, je pense que si cela est consécutif et clair, c'est-à-dire 10 ans de suite, je pense que ça pose problème parce que ça m'inquiète pour les élèves, enfin les étudiants qui suivent. Parce que s'ils doivent confisquer 10 années de place à l'université, où est-ce qu'on met les nouveaux arrivants? Pour moi, c'est un problème, sauf si je me trompe. Mais en tout cas, ça a une formule qui est un peu compliquée pour moi. Qu'est-ce que vous en dites rapidement, s'il vous plaît? Non, je suis totalement d'accord avec vous, mes chers, mais souvent, quand tu donnes des idées, il faut partir sur vraiment ce qui est vraiment le minimum du minimum. Je me dis que, par exemple, en 4 années, normalement, tu dois être en maîtrise. Mais s'il se trouve que chaque année, tu as doublé, c'est-à-dire que tellement tu ne vaux rien là, tu as les premières années, tu as doublé. Et puis tu as fait deuxième année pour valider les UV. Et puis tu avances, ce qui est impossible. Mais on suppose ça comme ça. Que chaque année, sur les 4, tu as fait 8 ans. Et puis on ajoute 2 ans dessus. Sinon 10 ans, c'est trop. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais soyons généreux, chère mère. Sinon, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui va réellement à l'université, qui veut étudier là, maximum 5 ans, il a fini. Maintenant, quand il a fini, il a eu au moins un diplôme là. Il va continuer. Maintenant, ceux qui sont en doctorat et autres, oui, mais ça, ce sont des diplômes. Après la maîtrise, en réalité, ce sont des diplômes, bon, voilà, fait maison. Mais en réalité, là, 4 ans, 5 ans, tu dois avoir fini. Ça, cher mère, je suis totalement d'accord, mais soyons un peu gentils, faisons 10 ans. C'est moi-même, je me mets à genoux devant vous aujourd'hui. Ouais, en fait, mon inquiétude, c'est nos enfants qui arrivent après. Mais si c'est prévu pour eux, ça va. Mais il faudrait que le privilège, la priorité, pardon, soit faite pour les arrivants, les nouveaux arrivants, les suivants, en fait, de ces personnes-là. Éclaireur, aussi sur le logement du campus. Je pense que le remaniement le plus juste, j'en ai déjà parlé, sera que la section, l'accession au logement ne passe pas la première année estudiantine, par exemple. J'aimerais vivement, en tout cas de mon point de vue, que cette forme-là de location pour la première année d'étudiant qu'il y ait une proposition d'ailleurs, puisse être considérée. Parce que, en tout cas, c'est humblement que je fais cette proposition. Et si je la fais, c'est parce que c'est basé aussi sur le fait que ça marche vraiment en Angleterre. Et je crois que si on y jette un bon regard éclaireur, franchement, c'est ce qui marche plus et il y a une bonne logique dedans, en fait. Si ça peut être pris en considération ou alors jeter un coup d'œil pour voir si ça peut marcher, pourquoi ne pas essayer? En fait, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, tout étudiant qui arrive, c'est la première année seulement qu'il a droit à un logement. Et puis les années qui suivent après pour le reste de ses études, il peut se débrouiller dans le privé. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour le temps d'aujourd'hui. Et je vous dis bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et effectivement, c'est ce que nous disions. C'est avec une synergie d'idées et de propositions qu'on pourrait. Et c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement mériterait d'aller voir les expériences qui ont marché ailleurs. Il y a plusieurs expériences qui ont marché. Par exemple, les pays, pourquoi le Sénégal est parmi les meilleures universités d'Afrique? Partant sur ce postulat, on peut demander qu'est-ce qui marche chez vous? Et puis copier. Qu'est-ce qui marche en Angleterre? Qu'est-ce qui marche en France? Et puis essayer de faire la synthèse pour les appliquer. Ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté. Et donc, toutes les idées qui sont proposées sont les bonnes, comme vous aviez dit. Et il y a le grand maître Marius Koudou qui nous dit il faut laisser une marge pour ceux qui vont jusqu'au doctorat. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Et donc, cher maître, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je ne vais pas abuser de votre temps et bonne suite d'émission à tous. Et puis, encore, merci à vous. Bye. Merci beaucoup, cher mère. Et j'espère que hier, vous étiez dans le masque de Halloween.
C'est ce que je voulais. Et comment ça a été du côté de l'Amérique? Moi, j'ai fui pour venir à la maison. Parce que quand les gens se matent, quand les gens se matent, ils ne savent pas qui est qui. Donc, moi-même, là, j'ai fui vite pour venir à la maison. J'ai dit, je veux même pas. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Dieu merci, je ne sors plus. Vous n'avez pas tort, parce que ce qui pourrait se cacher derrière ces masques-là, franchement, oui, justement, jamais. Justement. Et ça me rappelle un livre comme ça. J'ai oublié le titre du film. C'était The Man in Mask. Éclaireur, avant que vous me le disiez, il y a Mère Blanc, même que j'ai vu un peu derrière un des masques, là, je ne sais pas si elle s'est présentée à vous là-bas, Mère Blanc. Pas encore. D'accord, merci en tout cas. Et donc, pour raconter ça rapidement, c'est quelqu'un qui avait... L'homme invisible, voilà, c'est le titre du roman, L'homme invisible. C'est quelqu'un qui a souhaité avoir le don de l'invisibilité. Et il s'est dit, quand je serai invisible, je pourrais vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire, personne ne me verra. Et comme ça, c'est un exemple que je prends, je vais pouvoir braquer des banques et puis faire tout ce que j'ai envie de faire, mais quand je suis visible, que je ne peux pas faire. Et là, un jour comme ça, quelque chose lui arrive et il devient invisible. Et lorsqu'il devient invisible, c'est là qu'il se rend compte que être invisible, c'est assez cool, mais en même temps, l'argent qu'il a volé, là, il ne peut pas dépenser. Parce que l'argent aussi devient invisible. Il se rend aussi compte que ceux qu'il aimait, puisqu'il n'est plus visible, il va vers eux, mais personne ne le sent. Et donc, l'analyse philosophique voudrait qu'on retienne que dans la vie, l'histoire que je raconte n'est pas forcément ce que vous voudrez, mais c'est un peu comme un homme dans sa chambre. Tu te penses invisible, mais en même temps, tu vois aussi tes propres limites. Et donc, c'est à chacun de nous de regarder nos propres limites, mais toujours de rester droit. C'est vraiment important. Et ces fêtes comme les Halloween et autres viennent rappeler ça. Quand tu vois subitement des gens qui mettent un masque et puis ils changent de comportement parce que leur psychologie a changé. Et ils sont capables même de faire le pire. En général, les jours comme les Halloween aux États-Unis, le taux de criminalité monte automatiquement. Oui. Et donc, vous comprenez que les gens n'ont besoin que d'arguments pour faire sortir leur véritable nature qu'ils cachent. L'homme invisible qui est en chacun d'eux. Et donc, souvent, il faut être prudent face à ces événements. Oui, il y a le grand maître qui dit que c'est un conte philosophique. Je comprends pourquoi vous êtes rapidement... Ah oui. Il faut, même si on dit que la vie ne vaut rien, il faut tenir à elle quand même. Et je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, dans l'histoire que vous avez racontée rapidement, vous dites que aussi rien n'est jamais facile, quoi. Effectivement, il n'y a pas de choix sans conséquence. Tout à fait. Merci encore, éclaireur. Merci beaucoup, merci. Et vous passez un excellent week-end. Je ne manquerai pas bientôt. Bye. Alors? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser rapidement vos 5 minutes. Ok, d'accord. Merci beaucoup, éclaireur, de me laisser la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc, voilà, je voulais dire, oui, au gouvernement, que d'arrêter en fait de dérouler le tapis rouge devant tout le monde, quoi, devant tous les étrangers. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas normal. Arrivé à un moment, c'est pas bien de mettre trop les choses à l'aise de cette façon-là. La Côte d'Ivoire fait partie d'un pays d'un pays où les étrangers se sentent tellement chez eux qu'après ils dépassent les bornes. Et c'est nous-mêmes, c'est de notre faute. Parce que, voilà, nos comportements de nos dirigeants, de nos forces de l'ordre et tout ce qui va avec là, c'est ça qui leur donne cette force-là. Vous pensez que vous leur montrez qu'ils peuvent tout faire à partir du moment qu'on vous donne quelques francs.
je vais dire, quelques francs CFA. Donc, du coup, bah, les gens, voilà, ils font tout et n'importe quoi, et ce qui n'est pas normal. Nous, les Ivoiriens, nous, quand on va chez les gens, nous, on nous met droit. Et nous faisons attention aussi à ce que nous faisons. Et puis, nous sommes les étrangers. Nous avons un problème avec notre mère que nous n'arrivons plus à entendre. Chère mère, si vous êtes là avec nous, ça va un peu fausser notre temps. On est déjà fortement piégé. On n'arrive pas à vous entendre. Donc, chers tous, vous allez nous excuser. On a perdu la mère. On va essayer encore de l'appeler. Mais il faut dire qu'on est extrêmement pris par le temps. On va lui demander d'être plus qu'efficace parce que malheureusement, on est déjà piégé et gravement piégé par le temps. Ok. Il me semble que notre mère est dans des conditions où on n'arrive plus à la voir et on sera obligé, je vais essayer une toute dernière fois. Et comme je le dis, une fois que les connexions sont coupées, n'essayez plus de nous appeler. On va essayer une toute dernière fois. Si elle n'est pas disponible, on ne pourra plus. Parce que le temps, les 5 minutes, on ne peut pas déroger à ça aujourd'hui. Même dans ces conditions-là, si elle rappelait, on va lui dire qu'il lui reste peut-être 2 ou 1 minute. Voilà. Cher maître, donc il vous reste 2 minutes. On va vous laisser aller rapidement. Oui. Voilà. Là, oui, ok. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc je disais que, voilà, donc le gouvernement doit tout faire pour mettre tout en ordre pour que les Ivoiriens puissent trouver les pays. Et après cela, je vais rapidement sur pendant ce temps-ci, là, j'ai vu sur TikTok, les gens de Laurent Gbagbo ont mis un titre. Le titre, là, c'était le jour de la vérité. Donc, derrière, ils avaient mis la photo de lorsque nous avons parlé de Laurent Gbagbo. Voilà, donc il demandait aux gens, est-ce que les Maliens ont une fois demandé après Laurent Gbagbo? Voilà, comme nous avons dit l'origine de Laurent Gbagbo, donc ils voulaient démentir cela. Donc ce que moi je peux leur dire, pour demander, est-ce que les Maliens ont demandé après Laurent Gbagbo? Ben, on n'a pas besoin de savoir cela. Et puis c'est tellement simple. Ils n'ont qu'à aller montrer, comment on appelle, le démenti. Ils n'ont qu'à montrer les documents qui prouvent que le père qui a reconnu Laurent Gbagbo est son père biologique. C'est quand ils ont demandé au président, son excellence, Alassane Ouattara, c'est ce qu'il a prouvé. Il a prouvé tous les documents qu'il fallait. Et donc, pour vous revenir aux Maliens, les Maliens ils ont toujours dit que tout le monde, l'humanité entière vient de leur pays. Donc, ils ne sont pas obligés de citer individuellement le nom de Laurent Gbagbo. Donc, ça c'est vraiment, c'est enfantin. C'est tellement simple de prouver le contraire. Et puis, quand tu parles du fait que ces gens-là vont bientôt quitter dans la CEDEAO, cela sera une bonne chose. Comme ils ont toujours la grande gueule, là, ils ont toujours la bouche pour dire qu'eux, ils font trop bien dans leur pays. Donc, ça sera une très bonne chose. Et puis, voilà, nous, les Ivoiriens, nous allons pouvoir profiter des biens de notre pays. Et puis, les TVA, et puis tout ce qui vend, les choses, comment on appelle là, excusez-moi. Voilà, ils vont payer les droits pour venir dans notre pays et puis voilà quoi. Bon, comme on n'a pas assez de temps, je vais m'arrêter là. Les conditions ne sont pas bonnes. Et puis voilà, je souhaite bonne journée à tout le monde et puis à demain. Merci beaucoup, merci infiniment, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère.
Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro vérité. Je vais bien, mais avec du stress parce que je suis dehors, j'étais dans le transport, j'avais peur que. Donc là, je suis descendue et j'ai dit je vais parler, Il n'y a pas de même si c'est problème. pas beaucoup. Il n'y a pas de problème, chère mère. Vous avez la parole. Voilà. Ok, donc bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Ok, les Libanais là, franchement, mes parents, surtout ceux d'Abidjan là, les épriers là. Ah, je vous jure que vous-même, vous savez très bien que depuis Oufoué là, les parents qui étaient là, leurs âges là, jusqu'à la mort d'Oufoué là, avec les enfants qu'ils ont eu jusqu'à aujourd'hui là, c'est comme ça là, les Libanais là, les talibans là, ils ont récupéré nos terres là. Et quand ils récupèrent là, ils vous font croire que non, c'est juste pour 5 ans, c'est 10 ans. Mais vous savez que c'est des terres qui prennent à vie, mais vraiment à vie. Au jour d'aujourd'hui là, vous êtes dans la merde. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez jamais récupérer vos terres. Jamais de la vie, vous n'allez jamais récupérer parce que j'en sais beaucoup. Je vous dis, vous n'allez pas récupérer, ils ne vont jamais récupérer. Parce que ces personnes-là, quand ils construisent là, ce qu'ils mettent à l'intérieur là, Dieu seul sait. Il y a des jeunes même qui disent ouais, que dans les causeries comme ça, avec les jeunes Libanais qui naissent là, en Côte d'Ivoire là, que leurs parents là, ils font des sous-sols. Donc ce qu'ils mettent là-bas là, franchement, jamais les Hébreux vont récupérer les terres. Jamais de la vie. Donc, à bon attendeur, salut, mon éclairage est fini. Ce que vous êtes en train de dire est très important et que je n'ai pas eu le temps de développer parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais vous savez que ceux qui se disent aujourd'hui juifs qui sont en Israël, vous savez que c'est comme ça qu'ils ont procédé pour voler les terres des gens. Ils sont partis voir les Arabes à travers les Lord Balafour et autres. L'argent qu'ils ont reçu leur part du plan Marshall là. Ils vont voir les Arabes, ils disent ta terre là ça coûte combien? Ils disent ça coûte 1 million. Ils disent bon je vais utiliser, je donne 10 millions. Ils ont fait les papiers, ça veut dire techniquement ils ont les papiers. Mais quand tu abuses de l'intelligence de quelqu'un, est-ce que c'est pas aussi un crime? Et donc là c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les Libanais sont en train de reproduire le modèle israélo-palestinien en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris que demain la Côte d'Ivoire devienne la Palestine. Et ce sont les Ivoiriens qui seront massacrés pour leur terre par des Libanais. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, chère mère. Merci d'avoir réveillé cette question. Ça peut choquer les gens. Les gens peuvent trouver peut-être qu'on est extrême, mais on préfère avertir pour ne pas être surpris. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Les parents sont en train de mourir. Il y a des parents, des parents hébreux qui sont en train de mourir. Et leurs enfants sont en train d'aller voir ces Libanais-là. Ils leur donnent des petits 1 million, 2 millions yako. Et pendant ce temps, ils sont en train de prolonger en fait leur soi-disant document de contrat là. Donc, c'est pas du jeu, c'est la vérité. Tout le monde est au courant, mon éclaireur. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est faux. Personne ne dira ça. Oui, oui. Donc, mes parents du Nord, vraiment, vous seulement, là, chapeau ce côté-là, chapeau. Chapeau! Voilà, mon éclaireur, c'est bon. Merci infiniment, chère mère. On va vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end et bien des choses à toute la famille. Bon Juma Moubarak à mon chéri Coco B52, chéri. Merci ok, beaucoup. Claire, faut couper. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors? Oui. Bonjour. Bonsoir, Clara, vous m'entendez? Oui, bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dieu merci. Donc, on vous laisse pas tant de Et parole. vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, merci éclaireur de me donner la parole. Oui. Alors aujourd'hui, on est le 1er novembre, nous célébrons les morts. Alors nous allons demander à Dieu voilà, que nos morts reposent en paix, vraiment. Donc c'est important. Et je dis merci à un chanteur particulier, AS Premier ministre, pour sa chanson visant à sensibiliser contre le cancer, ce tueur silencieux. Vraiment, je lui dis merci parce que quand vous avez connu des personnes qui ont eu cette maladie, vraiment, on ne peut que lui dire merci. Merci à tous ceux qui ont donné leur voix pour sensibiliser contre ce mal. Alors, éclaireur,
par rapport à la drogue, la consommation de la drogue chez nos jeunes enfants. Voilà, je voudrais dire que c'est vrai que l'État fait sa part, l'État prend des mesures, mais j'estime que nous, parents, nous avons vraiment démissionné. Parce que lorsque nos enfants rentrent à la maison et qu'ils ont une attitude un peu bizarre et que nous, parents, nous ne nous posons pas des questions sur leur comportement, je trouve que nous sommes en partie responsables. Voilà, donc il faudrait que nous sensibilisions sur le phénomène de la drogue parce que notre jeunesse se meurt peu à peu avec cette substance-là. Et on a vu dernièrement, il y a un moment, les jeunes parlaient de Ouattara, son Kadhafi. Je pense que c'est la même chose. C'était la drogue qui était en train de ronger nos enfants et ils ne s'en rendaient pas compte. Voilà, donc nous sommes tous acteurs, nous devons sensibiliser pour que nos enfants ne se détruisent pas. Voilà. Et sinon, éclaireur, permettez que je dise deux mots vite fait par rapport à Saleh. Alors, Saleh Timoko, qui s'érige en opposant et qui est devenu le chef de file de l'opposition. Donc, je voudrais dire à Saleh d'arrêter parce que, pour moi, il est en train de mettre en mal la cohésion sociale, le vivre ensemble, avec sa suspicion sur les personnes, d'après lui, qui ont fraudé la nationalité ivoirienne. Voilà, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Le 6 novembre, ce n'est pas loin. Il y aura le procès. Et j'espère que Saleh Timoko va perdre. Parce que ce n'est pas parce que lors des municipales, il a fait sortir les jeunes dans la rue contre son challenger qu'aujourd'hui il va croire qu'il se sent pousser des ailes, donc il faut qu'il continue à jeter le discrédit sur nos institutions. Alors moi je voudrais dire à Saleh qu'il arrête parce que il faut pas mettre en mal, comme je l'ai dit, la cohésion sociale. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous des frères et sœurs, donc on doit vivre sur cette terre ivoirienne. Personne ne détient l'ADN de la Côte d'Ivoire, personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous voulons vivre en harmonie, nous voudrons vivre en paix. Donc que ces opposants qui trouvent un malin plaisir à traiter des Ivoiriens comme étant de seconde zone, que ces gens-là arrêtent. Parce que on ne veut plus entendre parler de xénophobie, de stigmatisation. Voilà, nous on veut être ensemble, on veut vivre ensemble et on veut avancer ensemble. Voilà, le président Ouattara fait pieds et mains pour que les Ivoiriens se retrouvent. Donc ce n'est pas l'occasion de venir diviser les Ivoiriens. Nous avons connu la guerre, nous avons connu le chaos avec des discours à relents identitaires. Voilà, stop, trop, c'est trop, ça suffit. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci. Et comme vous l'avez dit, le 6 novembre n'est plus loin. Et surtout, nous souhaiterions que l'État de Côte d'Ivoire, à travers sa justice, ne fasse pas dans du 2 poids, 2 mesures, ne fasse pas dans l'arrondissement. Parce que la vérité est unique en son genre. Et que la vérité nous soit servie à travers ce procès pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais surtout, ça doit aussi servir de lance de point de début pour mettre en mal tous ceux, toutes celles qui veulent utiliser la xénophobie pour essayer d'exister dans la politique. Nous n'accepterons jamais cela. Et avant de vous laisser partir, il y a M. Ismaël Fadiga qui posait la question qu'il aurait appris. Chers frères, sur notre plateforme, nous sommes vraiment très spécifiques. Ce que les gens après nous, ils disent, nous ne nous basons pas sur ça. Même quand ce que tu dis n'est pas vrai, il faut nous dire, voilà, j'ai appris ça de tel coin, tel coin, tel coin. Là, quand c'est comme ça, ça nous donne le courage de parler. Parce que l'information est multidimensionnelle. Est-ce que vous nous rapportez l'information correctement? Parce qu'avant de donner mon avis sur une question, je préfère toujours vérifier la source pour ne pas parler dans le vide. Mais je vais être généraliste. Pour que la France puisse quitter l'euro pour aller dans le franc français, il faut que la France quitte d'abord la communauté européenne, que vous appelez l'Union européenne. Or, il se trouve que la France est elle-même initiatrice même de cette Union européenne. Et donc, vous comprendrez aisément que tu ne peux pas être le point initiateur de quelque chose et en même temps te retirer. Ça veut dire donc qu'il va falloir que l'Union européenne
n'existe plus pour que la France puisse quitter. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on pourra répondre avec beaucoup de réserve parce que vous ne donnez pas la source. Et vous, parce qu'à travers la source, j'aurais bien vérifié l'information pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est pourquoi aussi je préfère rester dans la généralité. Donc, chers amis, on va vous souhaiter un excellent week-end. Vraiment, merci de tout ce que vous avez dit. Et on espère bien que on ne va pas utiliser la politique comme un leurre pour tromper les peuples et laisser les stigmates des conséquences qui sont graves et difficiles à réparer comme la haine. Et vraiment, nous attendons que du procès qui se tiendra le 6 novembre 2024, rien que la vérité et la stricte vérité soient dites. Vraiment, merci beaucoup. Merci et bon après-midi à tous. À vous Merci. également et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Bonjour, éclaireur pro vérité. Bonjour, cher frère Cyclone, comment ça va? Ça va. Là, ça va très bien chez vous. Oui, Dieu merci, ça va. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je vais porter des messages. 1 minute, c'est trop pour annoncer ces messages. D'abord, je vais commencer par un soroïste qui s'appelle Parigo. Aujourd'hui, il était sur un direct où il citait le nom de ceux qui défendent la Côte d'Ivoire, ceux qui défendent la vie des Ivoiriens, ceux qui conscientisent les gens. Et j'ai vu qu'il a parlé nom d'Éclaireur pour dire qu'Éclaireur insiste à la haine, Éclaireur insiste à la mort. Il a dit, Parigo, si tu m'entends, c'est pour te dire que Éclaireur, on est beaucoup, Éclaireur, on est partout, et Éclaireur, c'est la Côte d'Ivoire, ensemble, les Ivoiriens qui veulent vivre et qui veulent le vivre ensemble. Tu as dit, et on va te répondre. Ça, c'est toi ton message, puisqu'on n'a pas le temps. Deuxièmement, pour sortir pour dire à Salé Tchemoro, tu as cherché et tu as trouvé. Les 6, on va tout dire. On va tout dire aux gens. Tout ce que tu fais, on va dire à Salé Tchemoro. Et puis ce procès-là, on va suivre pour voir si la population qui doit être défendue ou si c'est député qu'on doit défendre la Côte d'Ivoire et le monde entier, on a assis, on regarde. Parce que la vérité, c'est un, c'est pas deux. Nous tous, on attend. Et les 6, c'est tout prêt, tout prêt. Éclaireur, comme on n'a pas le temps, je dis merci. Merci à un chao. Vraiment, gardez. Les 6, c'est tout prêt. Et on va venir tous les ici. Je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup, Éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Continuons notre combat. On dit que le chien aboie, la caravane passe. On connaît le nombre d'attaques de Soro Guillaume contre la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que ceux qui disent, si Parigo dit que nous, on a incité là, ça veut dire Dieu merci, lui nous suit. Mais moi-même, je ne sais même pas qui lui il est. Mais j'aimerais dire à Parigo que les services de renseignement te cherchent. Tu sais dans quoi tu es. Les voyages que tu as fait au Mali là, si tu veux là, je vais te dire ça pour t'avertir. Les voyages que tu avais fait au Mali là, pour participer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire là, quand tu allais rencontrer les Bensouk là, on est bien au courant, on t'attend. C'est ça seulement je vais te dire. Tu comprends bien nos messages, non? Voilà. Entre quelqu'un qui dit, des gens veulent attaquer le pays, chaque jour aussi on sort pour vous limer correctement. Ça, ce n'est pas de l'incitation à la haine. Quand des gores sortent pour dire qu'ils vont brûler le pays, quand les Wilway sortent, eux là, ils ne sont pas incitateurs à la haine. Mais même demain, si quelqu'un ressort pour dire qu'ils vont brûler le pays là, moi je vais leur dire, toi-même là, on va couper ta tête. Quand tu vas sortir pour brûler là, on va couper ta tête pour ajouter dessus. Voilà. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Et ils n'ont pas le monopole des rapports de force. Et nous n'allons pas changer notre méthode. Et mais Dieu merci, ça veut dire que vous comprenez bien notre message. Et que notre message, ça vous touche à l'intérieur. Et donc, on va intensifier ce message-là. Allez prendre les propos. Quand j'ai fait mes développements, est-ce que vous me voyez parler mal à quelqu'un? Qui conscientise les populations ivoiriennes mieux que la plateforme Éclaireur Pro Vérité? Et regardez la variété des sujets qu'on touche.
qui critiquent le gouvernement actuel pire que l'éclaireur et sa bande. Mais on fait toujours des propositions. Parce qu'on a une ligne de conduite qui est qu'on est avec personne. On est avec la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas changer. Toi qui dis que notre plateforme est une plateforme qui incite à la haine, toi-même là, tu te souviens des différents voyages que tu as fait au Mali, où tu as rencontré les gars de Soroguion pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, toi Parigo là. Je vais te rappeler ça très bien. Toi qui n'incites pas à la haine là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Moi je vais en Côte d'Ivoire, je rencontre tout ce que je veux rencontrer. Mais pourquoi on ne m'arrête pas? Parce que dans ce qu'un homme dit là, il y a le fond du message, c'est ça qui est la réalité. Nous avons compris que, parce que nous on vous empêche de faire votre violence, d'atteindre vos objectifs macabres, vous pensez que vos bouches là vont pouvoir nous réduire au silence? Jamais. Quelqu'un sort pour, comme ce que les Woulou ont fait là, on sort là, on va leur dire pire que ça. Woulou s'est attaqué au prophète des musulmans. Il s'est attaqué aux gens du Nord. Il dit il faut qu'on les tue, du plus petit au plus grand. Moi j'ai une fois tenu un tel propos pour dire qu'il faut tuer quelqu'un. Ben j'ai dit, ceux qui veulent faire la violence là, et puis nous là, on va se rencontrer pour régler. Maintenant, si vous vous sentez concerné, ça veut dire que c'est vous qui faites la violence. Et c'est de vous qu'on parle. La violence que vous voulez créer là, vous allez nous trouver en face de vous. Ça ne sera pas seulement dans la parole. Il faut bien retenir ça pour ajouter dessus. Donc le cyclone, c'est ce que je voulais ajouter. Et te dire vraiment merci. Et continuons notre combat. Ça veut dire que notre combat porte. Si ce n'est pas toi qui avais rapporté, c'est des gens au rabais que moi-même je ne suis même pas. Et je ne les considère même pas. Mais Dieu merci, eux nous suivent, ils comprennent. Ça veut dire qu'ils ont encore le temps de changer. Parce que nous, là, on ne va pas changer. Nous, là, on ne va pas changer. Donc, merci beaucoup. Et on va te souhaiter une excellente soirée et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup, Éclairé. Parigo, voilà ta réponse. Si tu es garçon, la plateforme est ouverte. Tout le monde est invité. Maintenant, là, on est là. J'ai dit, il faut aller lui dire, là. Je le vois faire les débats, là. Si les garçons, il n'a qu'à accepter de venir, on va faire débat. Oui, là, les violences que j'ai fait là, il va montrer ça à tout le monde ce jour-là. Il n'a qu'à s'apprêter, il n'a qu'à prendre les vidéos là pour venir avec. On n'a qu'à faire un débat qui incite à la violence. Et puis là, on va dire ça devant tout le monde. Je crois que ça sera ce que moi, je vais ajouter dessus, s'il a eu courage de venir, c'est qu'il a gagné, c'est que c'est la victoire pour lui. C'est un défi qu'il lance. Le fait de venir seulement au débat, on te donne victoire. Voilà ce que moi, il dit aussi. Mais il faut aller dans son inbox, tu lui écris pour dire qu'on a bien compris son message. Mais on aimerait qu'il vienne nous exposer à un débat avec Éclaireur ou même avec un élève de la classe, même si ce n'est pas avec moi. On lui donne toutes les possibilités. Ok. Merci beaucoup, Éclaireur. Inch'Allah, demain serait notre jour. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci à vous également. Un semeur de la haine qui dit « Venez, vous allez me montrer ma haine », c'est que vraiment, lui, c'est un bon semeur de haine. Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Je vais très bien et toi? Oui, que ça va très bien. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Oui, merci. Bonjour à toi, bonjour à toute sa famille, et bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour ce vendredi saint. Vraiment que Dieu continue de nous garder dans ses grâces et qu'il vraiment exauce tous nos vœux. L'éclaireur, ce que Cyclone vient de dire tout à l'heure, c'est pour Henri. Hein? Donc, c'est pourquoi il était monté sur le panel le jour que tu as vu qu'il y avait Boka Sako là. Ah, ok. Il était là-bas. Il était là-bas. Mais pourquoi il est vite descendu? Il était là, il est venu. Et il est vite descendu. C'est pas pourquoi il est descendu. On l'avait fait monter. Donc, c'était pour venir dire ça, quoi. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Il faut demander le débat. C'est ce qu'on te dit, non? Si tu es garçon là, tu viens nous affronter sur TikTok. Oui. C'est même pas un garçon à te donner. Nous-mêmes, les femmes, on peut faire ça avec toi. Oui. Merci l'éclaireur. Je vais aborder le sujet de la drogue en Côte d'Ivoire. Babo Laurent. Babo Laurent, tu as vu le tort que tu as fait à notre population. Tu as vu à cause de toi, plein d'enfants ont perdu les parents. Parce qu'aujourd'hui, là, pour éduquer un enfant, là, il faut un parent vrai. Plein d'enfants là-bas sont orphelins. Personne n'est là pour les gens s'en foutent de leur éducation. On les laisse voir eux-mêmes.
Mais oui, ce sont ces enfants-là qui s'adonnent beaucoup à la drogue et puis qui entraînent pour les autres aussi dedans. Et toute cette faute-là, c'est quoi? Toi, Gbagbo Laurent, et ton groupe-là, vous les xénophobes de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. Les enfants me font pitié. Plein d'enfants sont là-bas, ils sont sans parents. Et c'est ça encore, tu veux qu'on vienne faire encore en 2025, Gbagbo Laurent. Wallahi Kala deal avec vous. Wallahi Bilahi Kala deal avec vous. Parce que regarde ces orphelins qui s'adonnent aujourd'hui à la drogue, ces enfants qu'on entraîne dedans. Parce que oui, quand c'est pas camaraderie, le font, quand lui l'a fait, ça faut faire aussi, ça apprend. Faut faire comme ça. Voilà ce qu'on est dedans aujourd'hui. La drogue se promenait dans l'armée. Les jeunes qui se battent, qui combattaient, se droguaient. Tout ça à cause de qui? Toi, Gbagbo Laurent, ta xénophobie, ta haine là. Mais Wallah, nous on t'a laissé dans la main de Dieu. L'éclaireur, je vais m'arrêter là. Et les Libanais là, franchement, qu'on se dit la vérité. Quand nous sommes étrangers dans le pays des gens, on voit comment on se comporte. Maintenant, pourquoi quand vous venez chez nous là, vous vous sentez roi plus que nous-mêmes? Parce que quoi, l'argent, parce que quoi, la peau, mais c'est à nous de nous montrer aussi notre respect. Oui, il est temps que chers Ivoiriens, qu'on les fasse aussi nous respecter. Oui. Parce qu'être riche, ça, c'est pas devant Dieu. Dieu, là, il s'en fout de quelqu'un riche, pauvre, tout le monde meurt. Donc, c'est à nous aussi, Ivoiriens, de montrer notre valeur. L'éclaireur, je m'arrête là. Et bon dimanche à tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent et nos forces de l'ordre. Que Dieu continue de vous bénir. Ah, Jacques Villa, c'est de ça il veut Cacao parler. Ah, ok. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, l'éclaireur. Merci, mon frère. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Merci aussi pour toutes les bénédictions effectuées. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est néfaste et qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous épargne des mauvaises âmes. Vraiment, merci Amen. beaucoup. Quand on a passé 10 ans à aller prendre des mercenaires libériens, biélorusses, des gens aux éducations morales décadentes pour les disséminer dans le pays, c'est totalement normal que les conséquences soient là. Mais quand on ne veut pas être quelqu'un qui s'assume et qu'on veut toujours voir le mal à travers les autres, c'est Laurent Gbagbo. Et donc, tout ce qui arrive aux Ivoiriens n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été savamment, de la même manière qu'il a détruit l'école ivoirienne avec la FESI et ses mouvements de grève et autres, même le Sinessi, c'est comme ça aussi qu'il a détruit la société ivoirienne par le bas. Et ça, il est temps qu'on puisse mettre frein à tout cela. Et vraiment, merci d'être ressorti pour signaler cela. Et on va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci, l'éclaireur. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons mettre fin au direct. Et il y a Sundiata le conquérant qui, pour cause d'indisponibilité, n'avait pas pu parler, mais il avait laissé un message vocal. C'est avec ce message vocal que nous allons mettre fin au direct de ce jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Demain, ça sera encore un autre jour. Et que Dieu nous maintienne dans ses grâces, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu maudisse ceux qui ont intention de détruire la vie des Ivoiriens, que la malédiction de Dieu soit sur ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire et qu'ils retiennent ceci. Le jour qu'ils vont sortir, on sera là. Et on va les attendre pour leur donner l'estocade finale. Parigo, notre message ne va pas changer. Tant que vous voulez violenter la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens pour faire plaisir à ton maître Soroguium, comme vous l'avez toujours fait, nous, on ne va pas vous pardonner et on ne va pas vous faire cadeau. Et cette fois-ci, là, c'est nous, on vous dit. Donc, apprêtez-vous. Et donc, il y a le B52 qui s'est signalé. On va lui laisser rapidement ces 5 minutes. Et ça va prendre de mon temps, mais je vais faire ce sacrifice. Mais on ne pourra pas aller au-delà des 5 minutes. Et après, on va jouer l'audio de Sundiata le conquérant pour clore. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Bonjour, cher René. Oui. On est tellement pris par le temps, on va vous laisser rapidement vous exprimer. Sinon, vraiment, je suis en train de mettre en mal mon temps pour aller au travail. Allô? Oui, on va vous laisser rapidement 5 minutes pour aller rapidement, puisqu'on est vraiment piégé par le temps. Ok, mon frère, je venais te féliciter avec l'ensemble de tous les sécurités. Je vous ai pris en marche, malheureusement. Voilà, je suis
vraiment désolé. Donc, merci pour le travail. Je suis tous les lives, mais seulement que parce que par un contretemps, je n'arrive pas vraiment à intervenir. Oh, vraiment, c'était pour vous encourager. Mais Inch'Allah, demain c'est un autre jour. Comme je suis totalement au repos demain, je pense que je ferai un effort pour être au début de l'émission parce qu'il y a beaucoup à dire sur le cas des Libanais. Et je félicite l'ensemble de tous les Ivoiriens. Je ne parle pas d'affaires des partis politiques. Parce que tout le monde aujourd'hui est unanime sur la bassesse morale, le comportement malsain, inadmissible de ces vauriens-là. Mais comme je le dis, je félicite toi-même éclaireur parce que nous avons fait ce débat des Libanais là ici. Voilà pourquoi quand les imbéciles disent ouais, que nous sommes des qui disent ouais, que nous sommes des extrémistes. Or, ce que nous dénonçons, ce sont des choses qui sont factuelles. Mais si les gens n'ont pas les couilles, si les gens sont des margouillards qui font le lèche-boîte derrière certains responsables du gouvernement, et lorsque nous parlons et que ces personnes veulent nous rabaisser à des personnes négatives, et c'est ça qui fait mal. Voilà le débat des Libanais qui est aujourd'hui partout sur les plateformes, sur les TikTok. Or, nous avons fait ce débat-là ici. Nous avons dénoncé cela. Et moi-même, je le dis toujours et je le répète. Je dis que chaque gouvernement vient avec ses Libanais. Mais malheureusement, je suis pris par le temps. Demain, Inch'Allah, je serai là à l'heure. Et je vais bombarder, c'est-à-dire ouais, que je vais aller au cœur du gouvernement, je vais ressortir et je vais m'asseoir sur les têtes parce que on ne peut pas l'accepter, on ne l'acceptera pas. Voilà, parce que je dis aux gens qu'il ne faudrait pas que les gens confondent certaines choses. Les Libanais ne sont pas riches et ils n'ont jamais été riches. Mais ce sont les dirigeants moribonds, malsains, égoïstes, égocentriques, qui sont en train de faire que la population ivoirienne, la majorité de nos frères, sont en train de se malmener aujourd'hui. Et que je vais m'arrêter là. Et merci de m'avoir donné la parole. Demain, Inch'Allah, c'est un autre jour. Vraiment, merci beaucoup, cher. Merci beaucoup, cher aîné. Et si c'est un mal que d'être en avance sur les problèmes de notre société, en tout cas, beaucoup souffriront. Parce que nous, on a tellement parlé de ça ici, mais on était minoritaires. Mais quand les gens comprennent la nécessité de ce qu'on dit, ça veut dire qu'on est toujours en avance. Et vous avez bien fait de le signaler. Demain, en tout cas, on sera là. Et s'il plaît à Dieu, on vous donnera la parole pour que vous puissiez bien vous déployer. Vraiment, merci infiniment. Juma Moubarak à vous, à toute la famille. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée à tout le monde. Bon début de week-end à tout le monde. Merci beaucoup, cher ami. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons, comme je l'avais dit, terminer avec Sundiata le concurrent, qui va, dans un préenregistré, nous faire cas de ce qu'il avait. Et c'est aussi ça qui sera la conclusion. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, c'est un autre jour. Et que la miséricorde divine nous couvre. Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, à l'heure de l'émission, je serai indisponible, raison pour laquelle je fais cette bande audio pour m'exprimer sur un seul sujet d'actualité. Ces jours-ci, nous avons malheureusement vu sur les réseaux sociaux et sur Internet un certain général Crapaud Noir qui s'est dit un adepte de la FESI qui a pondu un communiqué de menace et un communiqué où il lance un défi au gouvernement et à toute la nation ivoirienne. Ceci n'est pas du tout surprenant, d'autant plus que je vous avais dit de suivre de très près ce qui allait se passer dans les jours à venir et qu'il était fort probable que des gens tapis dans l'ombre essaient d'instrumentaliser à nouveau des étudiants ou bien des gens qui sont dans la secte FESI pour essayer de faire revivre d'une manière ou d'une autre l'association, alors que l'association et toutes les autres associations à caractère syndical dans le milieu universitaire ont été définitivement dissoutes. Voilà.
En clair, le communiqué ou le prétendu communiqué qui est apparu, c'est un défi. C'est un acte de défiance vis-à-vis du gouvernement. Et nous demandons tout simplement au gouvernement d'être suffisamment ferme, d'agir avec fermeté. De l'autre côté, il y a l'association des anciens de la FESI, du nom de UNA FESI, qu'il faut suivre de très près. Leurs manœuvres paraissent suspectes, donc il est important de creuser attentivement pour savoir ce qu'il en est et de mettre fin à toutes les tentatives ou bien les actes qu'ils pourraient poser pour essayer de faire revivre la FESI. Donc comme nous l'avons dit déjà, il y a des gens qui vont essayer le tout pour le tout, mais je crois que le communiqué que nous avons vu, celui qui l'a pondu ou celui qui l'a écrit, aujourd'hui, dès que tu publies quelque chose sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux, il y a bel et bien des moyens, selon la technologie, de localiser, d'identifier et de rattraper l'auteur du communiqué ou bien l'auteur de la publication. Donc, le gouvernement, à travers les structures compétentes, doit agir avec fermeté pour rattraper ou pour mettre aux arrêts celui qui a pondu ce communiqué-là. Ce communiqué, comme nous le disons déjà, c'est un acte de défiance et nous n'allons pas l'accepter. Vous avez vu, la FESI et toutes les autres associations à caractère syndical dans le milieu universitaire ayant été dissoutes, vous avez vu que les Ivoiriens ont apprécié. Rares sont ceux qui sont contre cette décision du gouvernement. Donc, du coup, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut continuer dans cette lancée-là, la fermeté. Il faut assainir définitivement le milieu universitaire. Il faut créer les conditions pour que les études se passent très bien sur les universités. Nous ne voulons plus de violence. Voici pourquoi celui qui a pondu ce communiqué doit être tout simplement rattrapé. Et nous le disons une fois de plus, l'État a les moyens, à travers des structures et à travers la technologie, de savoir qui a écrit ceci, qui a publié ce communiqué, qui est derrière le sobriquet général Crapaud Noir. En tout état de cause, il faut que tout soit mis en œuvre pour une fois de plus mettre aux arrêts ce dernier qui est en train de défier l'autorité de l'État. Parce qu'on n'acceptera pas que le milieu universitaire retombe dans les travers. Donc, il faut agir avec fermeté. Tous ceux qui sont également tapis dans l'ombre, en tant que politiciens, en train de pousser les pions, il faut les interpeller. Il faut mettre les preuves en face de ces derniers-là. Il faut leur dire que ce qui est en train d'être fait, ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, on est tous au courant. Donc aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui se donnent le malin plaisir d'instrumentaliser les étudiants ou de pouvoir salir le milieu universitaire, je pense que le gouvernement doit agir avec fermeté pour les interpeller. La Côte d'Ivoire a longuement souffert, le milieu universitaire a longuement souffert depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Donc je vous remercie beaucoup, portez-vous bien, excellente émission. Merci à tous. Demain, ce sera encore un nouveau jour. Merci et à demain.